Bonjour à tous, bonjour Marguerite. Bonjour Benjamin. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce webinaire qui va démarrer dans quelques instants. Il est 11h01. Merci à tous ceux qui sont présents, toutes celles et tous ceux qui sont présents pour leur ponctualité. On va attendre encore une minute que la majorité, afin que la majorité des participants puissent se connecter. Petit rappel avant de débuter le webinar, vous avez un chat qui est public. N'hésitez pas à l'utiliser pour communiquer à notre destination ou à destination de tous les participants. Vous avez également en bas à droite un onglet questions qui vous permet de soumettre des questions auxquelles nous répondrons au cours du webinaire. On n'attendra pas la fin du webinaire pour répondre à toutes les questions qui se seront présentées. Nous allons également utiliser, vous demander votre avis au cours de quelques sondages que nous avons préparés ce jour. Nous allons dès lors débuter ce webinaire et ce webinaire, nous sommes ensemble pendant les 45 prochaines minutes. L'idée, effectivement, est de contrer cette présentation et l'enjeu ici, c'est de savoir comment trouver la combinaison gagnante entre deux départements qui sont parfois un seul au sein de certaines structures, le département RH et le département paye. En effet, ces deux départements doivent travailler main dans la main. Ils ont tout à gagner à le faire. Pour illustrer cette combinaison gagnante, si on peut essayer de trouver la martingale ce matin, nous allons voir les différentes attentes de toutes les parties prenantes en entreprise en matière de paye. On va détecter les grandes tendances et voir comment les différentes boîtes s'organisent pour ce faire. Et on va prendre des exemples très concrets avec Marguerite, notamment ce qui pêche en général chez les prospects et les clients que nous avons respectivement en matière de coordination des efforts entre la fonction RH et la fonction paye. Et ensuite, on aura un petit échange de questions-réponses. Et pour débuter, je vais laisser Marguerite, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui, se présenter. Merci Benjamin. Donc bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Alors je suis Marguerite Ballarin, ancienne gestionnaire de paye et depuis plusieurs années maintenant, formatrice et consultante auprès des entreprises en matière de gestion de la paye. Donc je me concentre et bien évidemment sur le bulletin de salaire, mais également tout ce qui va l'entourer et donc les pratiques de l'entreprise en matière de traitement des données sociales. Merci, merci Marguerite. Et pour ma part, je suis Benjamin Lebal, l'un des cofondateurs de la société Badacan, qui est une société technologique dans les ressources humaines qui vise à automatiser les processus RH, à gérer le planning et à se connecter à la paye pour des entreprises qui sont dans des secteurs où il y a beaucoup d'opérationnels, beaucoup d'équipes terrain, ce qu'on appelle des frontline workers, avec des plannings qui changent souvent, des enjeux de staffing assez avancés. Bien évidemment très interfacé à la paye puisque c'est un des enjeux clés de la gestion administrative et RH et nous avons différents partenariats technologiques et commerciaux avec les éditeurs de la place tels que Cegid, Silae et autres. Pour débuter, on va peut-être vous laisser la parole un petit peu grâce à un sondage, peut-être savoir quel type de profil nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous ce jour. Vous voyez en bas à droite un petit onglet sondage. De quel département faites-vous partie? Nous avons paix, ressources humaines, département opérationnel ou autre. N'hésitez pas à soumettre votre vote et si vous avez des sujets pour répondre, n'hésitez pas à le mentionner dans le chat.
Donc, et je vous indiquerai bien évidemment le résultat du sondage. Les différentes attentes des collaborateurs de toutes les parties prenantes sur ce sujet. On va débuter par la fonction RH, qui est une fonction chez Vadaken que nous connaissons bien, parce que ce sont les acheteurs des solutions SIRH, des solutions de paie très souvent. Et leur enjeu majeur, c'est l'exactitude des données. C'est vraiment le point qui revient très souvent. Il y a une fonction défensive des RH qui vise à protéger l'entreprise, et notamment grâce à des données justes, ça permet de produire des payes qui sont justes, d'avoir une politique RH qui est respectée. Et donc ça, c'est le premier enjeu. Le second, c'est de diminuer les tâches chronophages. Ça peut être très chronophage pour l'équipe RH et ou pour l'équipe paye de traiter les fiches de paye tous les mois. L'idée, c'est de passer plus de temps sur la politique de masse salariale ou sur la réponse aux questions sur la paye auprès des collaborateurs, plutôt que de faire de la production pure et dure de la paye. La conformité réglementaire est un enjeu clé, évidemment, encore une fois, pour protéger l'entreprise et pour protéger les salariés. Et enfin, c'est d'assurer une communication transparente, d'être sûr que tout le monde sait exactement pourquoi il reçoit telle ou telle rémunération, quels sont les usages au sein de l'entreprise, que tout le monde ait de la donnée en synchrone et non pas en asynchrone, pour éviter d'ailleurs d'autres tâches chronophages de répondre à des questions qui sont finalement facilement automatisables. Et voilà les grands enjeux de la fonction RH. Et d'ailleurs, vous êtes 67% aujourd'hui à avoir répondu faire partie du département RH. Donc, ça tombe bien d'avoir commencé par cette population très exigeante, normalement. Nous avons également les gestionnaires de paie. Et Marguerite, peut-être que tu peux nous éclairer sur les attentes. Absolument. Alors pour un gestionnaire de paye, ce qui va être primordial, c'est également l'exactitude des données et en tout cas leur précision, que les éléments transmis généralement par les équipes RH, mais parfois aussi par les managers pour le traitement mensuel de la paye, soient effectivement les plus corrects possibles, les plus précis pour éviter de perdre du temps sur éventuellement des questions supplémentaires qui pourraient subsister. Et puis, il y a toujours la question de la ponctualité. La paye, bien évidemment, sous-entend au final que le salarié reçoive son bulletin de paye et son salaire en temps et en heure. Il y a des règles très strictes en la matière et donc cela nécessite au niveau du traitement mensuel la mise en place et le respect d'un calendrier de paye, d'un planning. Et donc, il faut toujours s'assurer que les données qui vont être traitées sur le mois soient transmises avant, à la date limite prévue dans ce fameux planning. Donc ça, c'est le premier point qui est très important. Et puis, il y a plein d'autres tâches qui vont être essentielles pour les gestionnaires de paye et qui vont là aussi avoir un réel impact sur l'exactitude des données et puis le confort du gestionnaire de paye dans son quotidien professionnel, à savoir la maintenance des dossiers, puisque la paye change très souvent. Les règles sont revues régulièrement au cours de l'année ou en début d'année, mais cela dépend vraiment des décisions prises au niveau gouvernemental ou alors des organismes sociaux. Et donc, les gestionnaires de paye vont avoir l'obligation de vérifier les informations régulièrement et surtout de faire en sorte qu'elles soient impactées dans les logiciels utilisés pour le traitement des données de façon à garantir, encore une fois, une paye correcte en temps et en heure. Alors, les gestionnaires de paye sont aussi finalement les détenteurs des informations concernant le bulletin de salaire, qui est un document très complexe, comme chacun sait. C'est la raison pour laquelle on est tous ici aujourd'hui. Et donc, parfois, mais je dis bien parfois parce que ça, c'est un rôle qui peut souvent être finalement attribué au RH en fonction des entreprises. Les gestionnaires de paye vont devoir répondre aux questions des salariés, leur apporter finalement les connaissances qu'ils n'ont pas forcément, de façon aussi sur le long terme à essayer de limiter ces questions. Et donc là,
plus on est clair avec les salariés sur des règles qui sont, encore une fois, je me répète, mais pas faciles, et plus on s'assure un bon climat social, une absence de frustration de la part des salariés par rapport à leur bulletin de salaire. Et puis, c'est lié avec tout ce que je viens de dire, mais évidemment, les gestionnaires de paye, et c'est là-dessus, à mon sens, qu'il faudrait qu'ils passent le plus de temps possible et qu'on cherche à diminuer le temps de traitement des données, eh bien, c'est se tenir à jour, justement, des nouveautés légales et conventionnelles en matière de droit social et de tout ce qui va impacter le logiciel de paye et le bulletin de salaire, et puis de les contrôler pour éviter un redressement de la part de l'URSSAF en cas d'erreur sur le traitement de ces données, justement. Et oui, Marguerite, et vu que les RH et les gestionnaires de paye font un excellent travail, les managers vont pouvoir se concentrer sur autre chose. Quelle est l'attente d'un manager sur la paye là-dessus? Lui, ce qu'il souhaite, et c'est ce qu'on voit très souvent, c'est de pouvoir anticiper l'impact budgétaire de toutes ces actions en temps réel. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, vous êtes un gestionnaire de planning sur un point de restauration, par exemple, et vous savez que demander à une personne de rester 2 heures de plus sur une soirée, vous devez savoir si vous pouvez moduler le temps de travail ou pas, si vous êtes en heure sup ou pas, et qu'est-ce que ça va donner sur votre compte de résultats. Et ça, le savoir en temps réel et non pas à la fin du mois pour parfois recevoir une réprimande ou voir qu'on est surperformant. Donc, c'est vraiment d'avoir cette visibilité là-dessus en temps réel, et c'est pas évident puisque les règles de paye sont complexes. Donc, il faut, eux, leur attente, c'est de vulgariser toutes ces règles et d'être sûr d'être dans les clous au niveau légal, c'est le premier point, et également qu'est-ce que ça va donner en termes de budgétaire. Les managers veillent également à l'équité salariale. En tout cas, ils vont avoir des demandes de leurs équipes sur ce point, et il faut qu'ils puissent avoir une réponse qui est claire et irréprochable. Et bien évidemment, ils souhaitent avoir une marge de manœuvre sans mettre en danger l'entreprise sur l'incitation, en tout cas faire en sorte que la politique salariale soit un acte managérial pour eux et ils puissent piloter leur unité économique en ce sens. Ça, c'est pour les managers. Et pour les opérationnels, ceux qui reçoivent leur fiche de paye, évidemment, un manager peut également avoir la fonction d'opérationnel. C'est bien évidemment d'être rémunéré dans les temps et de façon correcte, de pouvoir comprendre, notamment quand il y a des arrêts maladie ou des congés paternité ou maternité, etc., de comprendre ce qui se passe, de pouvoir décrypter sa fiche de paye, être sûr que tout est confidentiel et de pouvoir communiquer de façon fluide pour le courant, donc recevoir sa fiche de paye par exemple, mais aussi pour le plus exceptionnel, anticiper un nombre de congés payés ou savoir quel va être l'impact d'avoir un enfant à charge sur sa fiche de paye. Voilà le panorama là-dessus de toutes les attentes, et on peut désormais voir quelles sont les grandes tendances de la gestion de la paie en entreprise. Avant peut-être d'ailleurs de le voir, vous avez un petit sondage qui est apparu. Comment gérez-vous la paie, vous, au sein de votre organisation? Est-ce que vous externalisez avec un expert comptable ou un cabinet? Est-ce que vous internalisez avec un ou plusieurs gestionnaires de paie? Ou est-ce que vous êtes dans un modèle hybride avec un logiciel de paie et ou un cabinet, et vous avez scindé les différentes tâches et certaines sont externalisées, d'autres sont internalisées. Donc, je vous laisse un petit peu le temps de la réflexion. Et si vous avez un autre modèle, on sera ravis de l'entendre, et n'hésitez pas à prendre la parole sur le chat ou sur les questions. Comme ça, vous pourrez nous éclairer et peut-être qu'on trouvera encore de nouvelles tendances grâce à vous. Le temps de répondre, nous avons donc ces trois éléments. Peut-être que Marguerite, qui a une grande expérience là-dessus, peut nous dresser
là-dessus une définition succincte de ces façons de travailler et nous dire un petit peu quels sont les avantages et les inconvénients. Absolument. Alors on a trois tendances. Là, je vais commencer par l'externalisation, pardon, avec un expert comptable ou en tout cas un prestataire, donc qui va être complètement externe à l'entreprise et qui va gérer pour le compte de l'entreprise le calcul des bulletins et des déclarations sociales, hein, puisque les deux sont très liés et que ce sera une surprise pour personne. Nous sommes un public averti, mais le système social en France est quand même sacrément compliqué. Et donc pour les entreprises, c'est parfois vraiment bénéfique de déléguer toute cette partie à un tiers. Alors effectivement, ça va représenter un coût, mais on n'a pas besoin d'embaucher quelqu'un. Donc, ça fait quand même une économie au niveau de la masse salariale de l'entreprise. Et puis, ça permet à l'entreprise de se soulager en fait de cette charge mentale, puisque on repose complètement sur quelqu'un d'autre pour s'en occuper. En revanche, cela peut avoir quand même des effets négatifs, c'est-à-dire qu'on ne va pas contrôler forcément directement ce qui va se passer. C'est-à-dire que comme on délègue, la visibilité ne sera pas du tout la même que si c'était géré directement au sein de l'entreprise. Et cela externalise par la même occasion souvent les compétences en matière de traitement des données de paye et des déclarations sociales. Donc, d'une certaine façon, ça enlève à l'entreprise la possibilité de contrôler ce point et d'avoir les vraies connaissances qui sont essentielles pour repérer quand il y a une erreur dans la paye calculée par ce fameux tiers, ce qui peut arriver plus souvent que prévu. Alors l'autre scénario, le deuxième, c'est eh bien d'internaliser complètement la gestion de la paye. Et là, on va tout gérer au sein de l'entreprise avec un ou plusieurs salariés, gestionnaires de paye ou autres, parce que bien évidemment, ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Donc ça, c'est vrai que avoir un vrai service paye, c'est généralement ce qu'on va retrouver dans les grands groupes, hein, bien évidemment, ou en tout cas les entreprises avec un certain nombre de salariés, avec donc la volonté d'avoir une équipe dédiée ou alors une équipe RH parfois hein, qui aura également la casquette paye. Il n'y a pas vraiment de scénario préféré ici, hein, ça dépend des entreprises. L'avantage ici, c'est que l'entreprise garde le contrôle sur ces données de paye et l'expertise. Donc là, on est complètement on est à l'opposé par rapport au premier scénario dont j'ai parlé juste avant. En revanche, eh bien du coup, la charge mentale revient aussi au sein de l'entreprise, avec aussi beaucoup de temps passé à répondre aux questions des salariés, par exemple, qui vont savoir exactement à qui s'adresser pour avoir les réponses, ce qui est normal d'une certaine façon. Mais il va y avoir parfois beaucoup de pertes de temps, donc un besoin aussi de chercher à optimiser les process et la communication en interne. Et puis, on va avoir le dernier scénario qui va être un scénario finalement hybride. On va parler de semi-externalisation avec soit un logiciel de paye, soit un cabinet. Et donc là, on va avoir une coproduction avec, du côté de l'entreprise, en fait, un contrôle et un suivi des process de paye. Tout ça sera calculé par le cabinet ou le logiciel directement, mais on garde un aspect contrôle qui est quand même très important en matière de paye. Alors là, ça va être souvent pour les entreprises qui n'ont pas une expertise suffisante, mais qui veulent quand même garder un œil hein, sur ce qui se passe. Donc ça va leur permettre de gagner du temps au niveau du traitement des données. Et d'avoir une certaine sécurité puisqu'en fait, ils délèguent toute la partie paramétrage et traitement
au logiciel de paye ou bien au cabinet. En revanche, ça représente un coût supplémentaire qui parfois n'est pas négligeable par rapport à ce traitement. Donc, il faut bien mesurer à chaque fois le coût que cela représente par rapport à l'avantage, bien évidemment, que ça apporte pour les entreprises. Merci Marguerite. Et d'ailleurs, juste 2 points pour compléter ces éléments. La première, c'est surtout dans la semi-externalisation ou semi-internalisation, bien vérifier qui porte la responsabilité juridique du bulletin. Ça peut varier selon les contrats. Donc vraiment un point d'attention là-dessus. Et deuxième point, il y a certains cabinets qui permettent d'offrir une sorte d'assurance, c'est-à-dire si votre gestionnaire de paye tombe malade ou veut partir en vacances, on peut la remplacer pendant une période déterminée, etc., qui peut offrir de la flexibilité. C'est assez intéressant comme modèle là-dessus aussi, puisque évidemment les gestionnaires de paye deviennent, quand c'est une internalisation totale, des éléments clés qui ne peuvent pas partir en vacances à certaines périodes, certaines dates. Donc, il y a des modèles assurantiels qui peuvent être intéressants pour les entreprises. J'en profite pour nous donner le résultat du sondage. Vous êtes à 50-50 sur l'internalisation ou la semi-externalisation aujourd'hui, lors de ce webinaire. Et bien pour avancer là-dessus, sur notre sujet, ce que je vous propose, c'est de passer aux exemples très concrets de ce qui a marché ou un peu moins marché entre le département RH et le département paye sur ce sujet. Est-ce que, vous devez voir normalement en bas à droite un sondage avant de passer à ces exemples. En moyenne, vous consacrez combien de jours par mois à la gestion de la paye? Entre 1 et 2 jours, 3 et 5 jours, 6 et 15 jours ou plus de 16 jours. N'hésitez pas à répondre, on le verra en fin de partie. Et là, l'idée, c'est de voir vraiment des exemples très concrets et précis de ce qui n'a pas fonctionné dans ce qu'on a vu lorsqu'on a préparé cette intervention, Marguerite et moi-même. Le premier exemple concret et flagrant qu'on retrouve très souvent, c'est qu'il n'y a pas assez d'intégration dans l'écosystème SIRH des clients. C'est-à-dire que, pour être schématique, le logiciel RH ou de planning n'est pas assez bien intégré avec le logiciel de paye. Donc, les connexions ne se font pas. Les exports, si on parle en export, ne marchent pas, ne sont pas bien compatibles, ou en tout cas, c'est parcellaire là-dessus. Ou alors, si ça communique en machine to machine, eh bien, il y a certains éléments qui fonctionnent et d'autres un peu moins. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le résultat? Eh bien, on a plusieurs sources de données. En général, on va avoir 2-3 bases de données, plus un tableau Excel pour prendre en compte ce que les managers n'arrivent pas à mettre dans le logiciel RH parce que ça ne communique pas bien au logiciel de paye. Donc, on va avoir plusieurs bases de données, donc plein de sources d'erreurs. Beaucoup de double saisie. On a déjà vu de la triple, voire quadruple saisie sur certains comptes. Et de fait, le risque d'erreur est important. Et nous, la leçon qu'on retient, c'est de s'entourer de prestataires et d'experts qui ont les 2 compétences. La compétence paye et la compétence technologique qui permet d'assurer la bonne liaison et la bonne communication. Et surtout, si vous n'avez pas ces doubles compétences, eh bien, vous ne pourrez pas tester que ça fonctionne d'un côté ou de l'autre du transfert d'informations. Et donc, nous, chez Badakan, par exemple, les équipes projet et les équipes technologiques ont une expertise paye, ils sont formés régulièrement et ils sont formés par Marguerite, d'ailleurs, qui est présente aujourd'hui, c'est-à-dire que l'on investit tout le long de l'année, puisque vous avez vu, Marguerite nous l'a dit, il y a des évolutions légales. On investit pour tenir toute l'équipe Badakan, alors que nous sommes une expertise technologique, mais des évolutions payent. Marguerite, est-ce que toi, tu l'as vu, ce type de cas concret là-dessus de mauvaise transmission d'informations? Alors oui, absolument. C'est un excellent exemple parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver quand même très souvent au niveau des
des entreprises dans la communication entre la partie RH et le bulletin de salaire. Et c'est effectivement la solution, elle est presque évidente. Tout repose sur l'aspect technique, mais c'est très compliqué en paye de maîtriser l'aspect technique sans maîtriser les règles de paye. Si vous n'avez pas les connaissances par rapport à un certain calcul, par exemple, et il y en a qui sont quand même sacrément compliqués, hein, ça on sait faire, c'est pareil. En France, on est très fort pour ça. Eh bien, vous ne pourrez pas modifier et optimiser le paramétrage de l'outil et puis la communication entre l'outil RH et l'outil paye de façon à ce que tout soit fluide au niveau de la transmission. Et donc ça génère, comme vous le dites, des doubles saisies, l'obligation du coup de réintervenir manuellement sur les bulletins de salaire, donc une perte de temps absolument délirante et surtout une grosse frustration et une incompréhension au niveau des équipes qui traitent les données. Et là, effectivement, tout va reposer sur cette double compétence des équipes techniques, c'est-à-dire la nécessité d'avoir ce fameux bagage paye qui va leur permettre, dès le départ, de mieux cibler le paramétrage de certains calculs et de voir après coup, sur le bulletin de paye, au niveau des tests, là, effectivement, la communication se fait bien. La donnée est traitée en accord avec la règle sociale. Je n'ai qu'une rubrique qui s'alimente, etc. Donc, tout ça est étroitement lié, mais c'est vrai que c'est une problématique qu'on retrouve très, très, très souvent, malheureusement. Et pour faire suite à ce point-là, un problème qui est connexe, c'est la problématique du paramétrage. C'est-à-dire que le paramétrage du logiciel RH n'est pas aligné avec le paramétrage du logiciel de paye, ou alors les deux sont alignés, mais c'est un mauvais paramétrage, alors que la règle de paye nécessite d'être très précis en début de projet. Il faut respecter chaque nomenclature. C'est vraiment un travail c'est de l'horlogerie, hein, de précision. Absolument. Et donc, le résultat là-dessus, si on n'a pas été assez dans le détail, dans le paramétrage, eh bien, c'est que même si la saisie est correcte, même s'il n'y a qu'une seule base de données, que tout communique super bien, eh bien, les informations ne vont pas bien se retranscrire derrière sur le bulletin de paye. Il va falloir faire du retraitement manuel. Ça entraîne une perte de temps, une augmentation énorme du risque d'erreur. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que tout le temps que l'on n'a pas consacré à faire du test en début de projet et du paramétrage précis, eh bien, on va le payer au centuple sur toute la vie du projet, puisque derrière, il va y avoir on va mettre dans le process classique le retraitement. C'est-à-dire qu'on va dire, là, dans notre process, on produit la paye le 2, le 3, c'est le retraitement, et le 4, on fait les virements. Et en fait, on intègre dans notre process un retraitement manuel et humain inutile et source d'erreur, alors qu'on aurait pu le traiter dès le début. Donc, le retour d'expérience là-dessus, c'est que, là encore, l'expertise est clé. N'est-ce pas, Marguerite ? Non, le retour d'expérience, c'est que si on s'intègre, si on a recours à des experts qui connaissent la paye et la techno et qui permettent de faire un bon paramétrage en début de projet, de bons tests et surtout de tester les cas les plus complexes, celui d'un salarié monégasque qui arrive 2 semaines en Alsace-Moselle et avec des avenants et du prêt de personnel, et voilà ce qui se passe en paye et comment ça a été paramétré, eh bien, on gagnera du temps par la suite. Ça, c'est vraiment le deuxième point. Et enfin, évidemment, le troisième point, c'est que la saisie n'est pas bien encadrée au sein du logiciel RH. C'est-à-dire que
on n'a pas anticipé toutes les situations, on ne sait pas comment traiter des saisies de cas particuliers. Dès lors, on laisse un peu les opérationnels le faire parce qu'ils n'ont pas été formés pour, ou alors on n'a pas mis les bons garde-fous. Donc on va saisir des données erronées. Je pense, si on n'a pas anticipé le cas des numéros de sécurité sociale temporaire, qui arrivent tout le temps, eh bien on va avoir des données erronées non actualisées ou des RIB non actualisés. On va transmettre en paye de fausses informations, on va avoir des erreurs en déclaration sociale nominative, on va devoir mettre en place de nombreux contrôles a posteriori et non plus a priori, et énormément de perte de temps. Est-ce que c'est familier comme situation, Marguerite? Est-ce que tu l'as rencontré, ça? Alors oui, absolument. Ça c'est effectivement un autre cas de figure bien courant. Et là, j'ai envie de dire, c'est tout effectivement est question de process mis en place en amont, parce que on fait des erreurs. Alors, vous parlez de déterminer les situations bloquantes etc. Mais les situations bloquantes qui arrivent, on est déjà trop tard dans le processus de paye. Et effectivement, on va déjà perdre beaucoup de temps en saisie manuelle, en retraitement, etc. Et c'est vraiment très regrettable. Là, on est vraiment pour que ce cas de figure arrive moins, il faut effectivement mettre en place des process au niveau des équipes RH et des équipes paye, des process qu'on peut intégrer au logiciel de façon à ce que on puisse identifier dès qu'il y a un élément. Alors, vous parliez d'un numéro de sécurité sociale temporaire. On met une alerte dans le logiciel de façon à ce qu'on soit qu'il y ait un vrai suivi, ou alors qu'on se dise ok, il va falloir que je demande le numéro définitif à mon salarié. Et donc ça, c'est essentiel effectivement de le mettre en place, mais encore une fois, ça va dépendre de la maîtrise de la paye par toutes les parties à cette relation, en fait. Mais oui, c'est un cas extrêmement courant. Voilà les exemples les plus saisissants et nous, notre retour d'expérience qu'on pouvait livrer. Peut-être que vous avez d'autres exemples. N'hésitez pas à vous saisir du chat ou des questions en bas à droite. C'est un peu le moment, si jamais il y en a. Bien évidemment, Marguerite et moi-même sommes à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Pour l'instant, il n'y a pas de questions qui se posent. Nous avons la première question de Gladys. Merci Gladys. La mise en place d'un outil RH ne rajoute-t-il pas du travail aux équipes RH? Alors, Marguerite, tu veux commencer ou je commence? Vas-y, je t'en prie. Ok. Effectivement, enfin, on va pas se voiler la face, la mise en place d'un nouvel outil va faire en sorte que le département RH va se poser de nombreuses questions sur sa politique RH d'ailleurs, ça va uniformiser en général la politique RH puisqu'on va repenser un petit peu tout ce qu'on fait, et il y a un coût humain dans la mise en place d'un projet. Tout l'enjeu, c'est d'avoir un retour sur investissement derrière, et c'est de se dire que on va offrir des outils qui vont faciliter la vie des opérationnels, des managers et du département RH et paye dans son ensemble, et que on va très vite récupérer cet investissement, et en plus, on améliore la marque employeur et le confort d'utilisation de tous les employés. Effectivement, alors je rebondis là-dessus, Benjamin. Je suis complètement d'accord. La mise en place d'un outil ou le changement d'un outil, parce qu'il y a cette problématique aussi qui va se poser parfois, parce qu'il existe
énormément d'outils RH ou paye différents sur le marché et en fonction des besoins de chaque entreprise, eh bien un outil sera plus performant ou plus pertinent qu'un autre. Donc on a aussi la problématique de la migration d'un outil. Mais dans les deux cas, on est d'accord que sur un temps, une période donnée, ça va être une charge de travail supplémentaire, ça va impliquer un investissement pour les opérationnels, donc les RH, dans le cas de la question de Gladys, mais que si c'est fait correctement, et alors là c'est pareil, la mise en place d'un outil, ça s'anticipe, ça demande une réflexion en amont et non pas a posteriori sur quels sont les risques que l'entreprise va courir pendant la mise en place de cet outil. Il ne faut pas négliger le fait qu'effectivement, il y aura en plus une charge de travail supplémentaire. Donc, peut-être essayer de soulager temporairement la charge des équipes concernées, etc. Mais que si tout ça a été fait correctement en amont, eh bien, derrière, on aura une optimisation du traitement des données, que ce soit au niveau RH ou au niveau paye, et normalement, à contrario, un gain de temps pour et moins de charge mentale sur ce point bien spécifique pour les équipes RH. Très clair, et j'en profite d'ailleurs, et c'est là où on voit le retour sur investissement, et ça illustre ce que tu dis, Marguerite, c'est que dans les répondants, on a eu peu de réponses, mais bien réparties sur cette question: combien de jours par mois, gestion de la paye? Entre 1 et 2 jours, un tiers des répondants, entre 6 et 15 jours, un tiers, et plus de 16 jours, un autre tiers. Donc on voit sur le plus de 16 jours quand même qu'il y a de quoi faire, et le coût d'investissement d'un nouvel outil RH peut valoir le coup. Je me permets, Benjamin, juste de rebondir justement par rapport à ce sondage. Après, il faut garder en tête que ça va dépendre bien évidemment de la taille de l'entreprise et de la réalité des données de paye traitées traitées au niveau des salariés. Vous pouvez avoir, et là-dessus, il n'y a pas forcément de règles. Par expérience, je sais que on peut passer très peu de temps sur une paye de 250 salariés et à contrario 3 jours, alors voilà, parce que moi j'étais en prestation de service, 3 jours sur une paye de 2 salariés. Ça peut vraiment dépendre des données, de la façon dont elles ont été communiquées, des règles qui vont s'appliquer, etc. Donc il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Mais c'est vrai que 16 jours, on est sur un Une bon... paye costaud. Ouais. Ouais, exactement. Nous avons une question de Jordan. Combien de temps faut-il prévoir pour la mise en place d'un outil RH et dispositif paye performant? Marguerite, peut-être pour la paye, tu peux nous dire, pour un dispositif, sans même parler d'outils RH, pour mettre en place un dispositif de paye performant, toi tu recommandes combien de temps? Alors là, c'est une question extrêmement intéressante et très pertinente, mais je pense que c'est pareil, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Moi, je pense qu'il faut plusieurs mois de toutes les façons pour mettre en place au sein d'une entreprise ou en partenariat un dispositif paye performant. Après, là encore, ça va dépendre de la situation. Si vous êtes en externalisation, l'outil est déjà mis en place. Il suffit de paramétrer le dossier dans l'outil. Ça peut prendre moins de temps. On peut être à peut-être 3-4 mois. En revanche, si on met en place un outil vraiment en interne, là, j'aurais tendance à dire que c'est au moins 6 mois et après, ça dépend. Et puis, il y a aussi la question, j'étends un petit peu ma réponse, mais il y a aussi la question du timing, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va démarrer idéalement le calcul et le traitement des données sur le nouvel outil. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est une
prise de position de ma part, mais j'aurais tendance à vous dire, évitez de démarrer sur un nouvel outil en cours d'année, si vous pouvez l'éviter, bien évidemment. Parce qu'avec les règles sociales que nous connaissons en France, c'est quand même mieux de démarrer au 1er janvier. Sinon, c'est compliqué au niveau des reprises. On a toujours des histoires de cumul, etc. Donc voilà, pour moi, s'il faut que les choses soient faites correctement, il y a quand même tout un rétro-planning à respecter, toute une préparation avant de se lancer dans la partie purement technique, paramétrage, etc. Donc pour moi, c'est quand même au moins 6 mois pour la mise en place d'un outil. Je suis tout à fait en lien sur l'outil Paye, ça se prévoit et d'ailleurs, nous avons des clients qui nous disent: «Moi, quand je mets en place une paye, un outil Paye, c'est pour un horizon de 5 à 10 ans». C'est-à-dire qu'il y a un vrai investissement pour trouver le bon outil et bien le paramétrer et derrière, on sait que le rythme de changement d'outil, on fera pas d'appel d'offres avant 5 ans, 6, 7, 8 ou voire même 10 ans, dépendamment de la politique d'investissement des entreprises et de la complexité de la paye. Derrière, sur l'outil RH l'outil RH qui s'intègre à l'écosystème paye, ça peut être beaucoup plus rapide. Nous, chez Badaken, on peut déployer en 2 mois un client et s'interfacer à la paye, même en cours d'année. C'est tout à fait possible puisque l'outil paye reste le même. Nous, l'historique est conservé et nous, on vient juste s'adapter à l'écosystème SIRH préexistant de notre client et leur offrir un outil qui réponde parfaitement à leurs besoins. Donc vraiment, ce qui est clé là-dessus, c'est de se dire que est-ce que quand vous mettez en place un logiciel RH, est-ce que votre prestataire maîtrise les règles paye et va pouvoir venir s'intégrer même en cours d'année? Est-ce qu'il a la capacité théorique et pratique à le faire ou pas? C'est vraiment important de faire vos due diligence, d'appeler des clients existants de vos prestataires. Vraiment, c'est un vrai plus là-dessus, puisqu'on ne rigole pas avec la paye. Non, Marguerite. On peut, mais c'est dans certains cas. Oui, en tout cas, l'URSSAF ne rigolera pas. Voilà. Eh bien, je crois que nous n'avons plus de questions. Merci énormément de nous avoir écoutés ce jour. Vous avez nos adresses mail qui s'exposent là sur cette slide. Vous avez le replay, donc n'hésitez pas, vous pouvez aller jusqu'à la dernière page si vous n'avez plus nos adresses mail. On sera ravis de répondre à vos questions. Merci beaucoup et à très vite. Merci Marguerite. Merci beaucoup Benjamin. Très bonne fin de journée à tous. Au revoir.